Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano, développeur Front-End sur Nantes et je co-anime ce podcast avec Denis Sauron. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Bonjour à toi Benjamin, on change pas une bonne habitude. Ça va très très bien. Aujourd'hui, petit épisode particulier, vous entendez peut-être l'ambiance printanière. On enregistre depuis un autre lieu, il fait beau et en plus, comme c'est la tendance, on va parler de nouveautés et notamment les nouveautés d'Angular, la version 12 qui sort. Avec son lot de nouvelles fonctionnalités et notamment de quoi il en retourne. Le changelog est plutôt conséquent. On a choisi comme d'habitude des features, des choses qui nous semblent importantes de partager et sur lesquelles on avait envie de réagir, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, comme tout changelog, on va avoir des petits bugs fixes qui vont jouer sur l'expérience de dev, etc. Nous, on va plutôt se concentrer sur les éléments qui sont vraiment marquants ou alors les choses qui vraiment on a trouvé plutôt sexy, quoi. Et avant de vous introduire ces nouveautés, on va faire un petit rappel sur le système de release d'Angular. Donc là, on est arrivé en version 12, donc le 12 mai 2021. Il faut savoir que le système de LTS fonctionne avec les 3 anciennes versions d'Angular. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a en LTS la version 9, 10, 11 et la 12 qui est active mais qui n'est pas encore en LTS. Elle le sera dans 6 mois. Et on sent que ça a été plutôt compliqué au début, et c'est normal, c'est le temps que ça se lance. Mais on peut remarquer que la rigueur est présente, et même avec une période difficile avec le Covid par exemple, on arrive à avoir une version tous les 6 mois, et quitte à ce qu'elle soit peut-être moins fournie, mais au moins le train de release est lancé, et au moins ça permet aussi de faire des stratégies auprès de nos clients sur la gestion de l'obsolescence des solutions, tout simplement. On sait que tous les 2 ans, notre version elle est plus maintenue et tous les 6 mois on a moyen d'avancer aussi avec le framework, et donc du coup ça nous permet d'avoir entre 0 et 2-3 versions de retard systématiquement en fait en fonction de ce que nous permet notre client, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et effectivement on l'a pas mentionné mais LTS c'est pour Long Time Support, c'est-à-dire qu'en fait on rentre en phase de patch et de maintenance. Il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité qui va être ajoutée, mais il va y avoir des fixes de sécurité et de la maintenance. Voilà tout simplement. Ouais. Corrige quelques bugs qui peuvent être vraiment bloquants aussi. Petite anecdote sur AngularJS. Aujourd'hui, le framework AngularJS est toujours maintenu et bug fixé. Ça devait s'arrêter en juin 2021. Et avec la pandémie et le Covid, du coup, ils ont reculé en fait cette échéance à décembre 2021. Alors après, peut-être que vous connaissez encore des projets qui sont maintenus, ou en tout cas Legacy, je pense que ça existe toujours sur de l'AngularJS, mais maintenu, c'est vrai que j'en connais pas. Les gens préfèrent tout de suite migrer sur Angular, ce qui est assez classique, ou un autre framework, plutôt que de continuer à faire évoluer sur de l'AngularJS. Même si, il y en a encore beaucoup en fait en production. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les backstage, mais il y en a quand même encore beaucoup de sites en AngularJS. Voilà, on inspecte depuis notre console développeur du navigateur, et puis on voit des petits angular.min.js qui est assez emblématique. On va commencer par attaquer, maintenant qu'on connaît un petit peu le système de LTS, par ce qui est obsolète avec cette nouvelle version d'Angular 12. Donc notamment une grande partie qui est View Engine, et qui va être supprimée dans les futures releases. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Denis ? Alors, View Engine, ça parle pas forcément à tout le monde parce que je pense que c'est la nouveauté qui a apporté un peu ce nom-là. Et en fait, View Engine, c'est ce qu'il y avait avant Ivy. Et en fait, tout simplement, je pense qu'on en parlait très très peu avant qu'il y ait Ivy, parce que on n'avait pas, j'ai même pas souvenir en fait que le moteur a eu un nom avant en fait. Et j'ai l'impression que c'est depuis qu'il y a eu Ivy que on s'est dit comment on le nomme notre ancien moteur, quoi. Mais là-dessus, je me trompe peut-être. Je crois qu'il y a eu, avant View Engine, un autre moteur. Effectivement, j'ai plus les noms en tête, parce qu'on a toujours eu View Engine et Ivy depuis qu'on est vraiment en train de faire évoluer Angular aussi, à partir de l'Angular 5.6. Donc effectivement, je ne l'ai pas en tête, mais bon, c'est pas très important, puisque de toute façon, il ne faut plus l'utiliser. Voilà. Et du coup, View Engine qui devient obsolète, deprecated, en anglais dans le texte, et qui va être supprimé dans les futures releases. Alors là-dessus, je crois pas qu'on ait de cible sur la version où ça va être supprimé. Donc le projet Ivy, il a commencé lui en 2018. On pouvait l'activer en Angular 8, mais pour ceux qui s'y sont essayés, ça pouvait des fois être un peu laborieux. Donc c'était vraiment pas recommandé de passer en Ivy en production en Angular 8. Et par contre, ça a été mis par défaut en Angular 9. Voilà, après une phase de stabilisation du moteur. Et maintenant, tout le monde fait du Ivy.
Et la next step, du coup, je te laisse la présenter, Benjamin. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Vue Engine et c'est quoi la problématique ? Bien sûr. Alors effectivement, les problématiques d'Angular 8, et on en avait déjà parlé dans le premier podcast sur Angular, justement, où on parlait un petit peu des nouveautés qu'on avait sélectionnées, qui étaient les plus importantes d'Angular 5 à Angular 11. Ivy est ensuite mis par défaut en Angular 9. Et depuis Angular 9 aujourd'hui, pas mal d'applications et de librairies ont switché sur Ivy. Donc du coup, la team Angular s'est dit qu'on va peut-être s'enlever une épine dans le pied en déplaçant ce problème aujourd'hui, parce que la compilation avec Ivy embarquait tout un process de compatibilité qu'il y avait avec Vue Engine. Et là, ils se sont dit non, on enlève tout ça, on le passe à NGCC, qui va être vraiment le compilateur de compatibilité NGCC, qui vous préconise aujourd'hui que si vous partez sur une nouvelle application Angular ou que si vous migrez, de toute façon, vous devrez utiliser Ivy. En revanche, si vous développez une lib Angular, vous pouvez dès à présent en fait, donner une version Ivy qui va permettre ensuite, quand on utilisera cette librairie sur notre projet Angular, de bypasser NGCC et d'avoir toujours cette philosophie de bundle plus léger et plus perf, tout simplement. Ouais, et puis en plus, si vous utilisez Angular, normalement, vous devez voir les passes de NGCC arriver. Et ça peut être un peu gourmand. Et donc, du coup, si on peut s'affranchir de ça, parce que NGCC, comme le disait Benjamin, c'est vraiment l'aspect compatibilité. On compile pour avoir un mode de compatibilité entre tous les mondes. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement hybride où on essaye de tout connecter ensemble. Et si on peut vraiment sauter cette étape et puis avoir que la compilation Ivy, qui elle est quand même en elle-même plus performante que celle qu'il y avait sur Vue Engine, c'est tant mieux, quoi. Et on le voit d'autant plus que Ivy, c'est forcément de l'AOT, et quand on faisait du Vue Engine en AOT sur des gros projets, ça galérait, hein. C'était long. Et du coup, là, si on peut aller encore plus vite et vraiment s'affranchir de NGCC, là, on va commencer à challenger aussi les concurrents en termes de temps de build et des choses comme ça, quoi. On en avait encore une fois, je le répète, mais beaucoup parlé dans le premier podcast justement de Front-End Chronicles. Et c'est important, et je pense que la team Angular le pousse un maximum. Ça fait 3 versions depuis Angular 9 qu'on a Ivy. Ouais, et puis en plus, ça vous enlève en fait tout simplement la gestion de la LTS. C'est-à-dire que vaut mieux tirer les versions à peu près quand elles arrivent, que vous en ayez 1 ou 2 de retard, ça va. Mais en fait, si vous êtes plutôt poussé par la LTS, du style, vous avez 3 versions, et puis là, en fait, vous étiez en 8 jusqu'à il y a une semaine, et que là, c'est, tiens, il n'y a plus de LTS, il faut qu'on monte absolument en 9. Là, vous allez vraiment tirer dans le mauvais sens, quoi. Vous avez moins de temps pour réagir. Et puis aussi, c'est une problématique qui s'est posée pour beaucoup de monde il y a presque 2 ans. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, les questions et tout ça, vous aurez peut-être moins de gens qui seront disponibles pour en parler, parce que là, ils sont plus en train de se dire comment on migre du 11 au 12, etc. Et donc, du coup, le fait d'avoir moins de gens qui en parlent, il y aura peut-être moins d'articles et tout ça, et en fait la migration va être plus dure, en fait. Plus on attend, plus elle va être dure. Ça, c'est des problèmes inhérents forcément à des projets legacy, et là on le connaît bien effectivement avec Angular. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'essayer de migrer et de te pousser un maximum, parce que c'est vraiment, la marche n'est pas insurmontable, surtout sur les dernières versions. Encore une fois, c'est que du plus pour vous, donc allez-y, foncez. Alors on va passer à l'autre point d'obsolescence, on va dire ça comme ça, qui, je pense, alors pas secouer le monde de la tech, mais va faire du bruit. Ouais. Va faire du bruit, parce que en fait Microsoft retire IE11 de ses systèmes d'exploitation le 15 juin 2022. Alors est-ce que la date est figée dans le marbre ou pas? Mais en tout cas, il y a une date qui est annoncée pour préparer les entreprises à réagir. Mais comme on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup encore de logiciels internes qui doivent être ouverts avec Internet Explorer. Pas mal je vais pas dire des métiers qui sont là depuis assez longtemps, tout ce qui va être métier du notariat, des avocats, ou même des métiers où il y a besoin de logiciels de gestion très particuliers. Ou juste des DSI en fait qui apportent qui appliquent un gros contrôle en fait sur le parc informatique en termes de système d'exploitation, en termes de logiciels, etc. Et il faut pas oublier aussi un truc qui est tout bête aussi, c'est la sensibilité des utilisateurs. En fait, il y a des utilisateurs, ils ont toujours travaillé avec Internet Explorer, etc. Parce que ils ont eu du Windows dès le début, ils ont eu un navigateur installé par défaut et pas un autre, et en fait, ils ont fait leurs écoles avec.
si je puis dire. Et donc, du coup, en fait, c'est ces habitudes-là aussi qu'on doit déconstruire. Et IE est quand même très particulier pour le développement, puisqu'à l'époque d'IE 9, 10, 11, même si on avait un standard qui commençait à être mis en place, c'était l'ancienne époque où chaque navigateur faisait un petit peu ce qu'il voulait avec le standard. Et du coup, c'était pas forcément, je pense, une époque facile où du coup, on faisait du spécifique pour certains navigateurs, quoi. Mais quand je dis spécifique, c'est pas juste je mets 2-3 bouts de JavaScript parce qu'il sait pas gérer Node.list ou des choses comme ça. Non, c'est je fais une application qui ne fonctionne que sur un navigateur et c'est impossible de le faire autrement. Et l'époque des sites web qui étaient entièrement faits en Flash aussi. Ouais. Après, il n'y avait pas de... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas forcément... Le web n'était pas assez puissant pour proposer des outils de 3D, enfin, pas de fun, mais des outils pour ceux qui veulent à fond pousser leur esprit créatif. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de concurrents. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et on sait que... Il suffit juste de voir les portfolios en fait, de grands designers ou d'artistes 3D où on se rend compte vraiment de la puissance de... Exactement. Alors pour revenir sur IE 11, donc Angular a annoncé que à partir d'Angular 12, le support d'IE 11 était obsolète et que ça va être tout simplement retiré dans Angular 13. Plutôt que de dire, comme on l'a dit avec Vue Engine et Ivy, ça sera dans les prochaines versions. Là, il y a une date qui est annoncée. En tout cas, il y a une version qui est annoncée, c'est la prochaine version. Plus de support d'IE 11. Et je pense que toi, comme moi, tu vois pourquoi on le fait. Encore une fois, sur la taille des bundles, réduire les choses qui sont inutiles. Et comme on en avait parlé un petit peu en off, si aujourd'hui on utilise les nouvelles technologies, en tout cas le web moderne, pour construire des applications, c'est pas pour cibler des vieux navigateurs. Globalement, le support d'IE 11, sans forcément toujours blâmer les mêmes, il s'agit juste de se dire que c'est un navigateur qui n'évolue plus depuis 2015, donc ça fait 6 ans, et donc du coup, si on prend le parti pris des DSI où il y a un parc un peu plus ancien, etc., dans ce cas-là, la contrainte que vont avoir ces DSI, c'est qu'elles ne pourront plus utiliser des technologies modernes. Mais j'ai envie de dire, ils essayent aussi de gagner sur tous les côtés, quoi. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas, par contre, on veut tous les bonus. Ça ne marche pas non plus aussi facilement. Et honnêtement, c'est un frein aussi au niveau du grand public sur des choses tout simples, hein, la gestion des modules ECMAScript. Tous les navigateurs récents le font. Ça commence à être vraiment problématique de pas pouvoir le gérer, quoi. Ça a un impact non négligeable, en tout cas, sur notre manière de travailler. Et puis même, on voit du coup que c'est une tendance qui est globale et qui est de se dire, c'est pas forcément qu'on enterre IE 11, mais c'est plutôt, c'est la fin et donc, on passe à une autre époque. On passe à une autre époque, exactement. Et donc du coup, il y a Microsoft qui s'est projeté là-dessus. On a Angular aussi qui met en deprecated dès aujourd'hui et qui va le retirer à sa prochaine version. Il y a Vue 3 aussi qui se pose la question et qui, du coup, là, c'est en deprecated aussi. Alors, je crois pas qu'il y ait de cible sur la fin de support, mais pour l'instant, c'est en deprecated. Et l'avantage, là, c'est que on voit une tendance qui est commune avec tous les acteurs du marché. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, on n'est pas là en train d'enterrer en disant c'est nul, faut sortir ce truc-là. Mais c'est plus... Le navigateur a fait son temps. Aujourd'hui, il commence à être vraiment obsolète. Aujourd'hui, il commence à vraiment nous brider avec toutes les capacités qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous êtes penché, par exemple, sur ce que fait Vite avec le bundle, qui utilise directement la gestion des modules ECMAScript et qui, du coup, en fait, on est plus sur une approche no bundle que bundle, en fait. Toutes ces choses-là, on les oublie entièrement avec IE 11. Et du coup, en fait, on est coincé, en fait. On est coincé, on ne peut plus progresser sur certains aspects. Et il est temps un peu de se libérer de ces chaînes-là et de continuer. Ça sera le mieux pour tout le monde, évidemment. Et on ne va pas se le cacher, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. Moi, j'en ai déjà entendu parler il y a 5-6 ans, qu'il fallait vraiment commencer à migrer les applications. Et entre guillemets, aujourd'hui, les frameworks le poussent. Et si Microsoft va jusqu'à enlever directement de votre OS IE 11, c'est que eux aussi, ça les bride. De toute façon, il en avait parlé déjà il y a quelques temps. Il y a des articles comme quoi ils poussaient les entreprises à ne plus utiliser IE, sachant qu'aujourd'hui, Edge, en plus, a abandonné son moteur de rendu qui était Chakra Core pour passer sur du Chromium. Tout le monde pousse pour du mieux, y compris les frameworks.
Alors, passons ensuite à TypeScript. Alors là, on va faire très vite. TypeScript en 4.2. Donc, si vous migrez sur Angular 12, vous devez également migrer votre version de TypeScript. Ça apporte son lot de nouvelles fonctionnalités au sein même du langage. Il y a un ticket qui est très bien fait sur le blog de TypeScript par Microsoft. Ouais, on va pas spécialement en parler ici parce que voilà, c'est juste on supporte au fur et à mesure. De toute façon, tous les 6 mois, il y a un petit bump de la version de TypeScript. On embarque les nouvelles choses, etc. En tout cas, en TypeScript 4.2, Node 10 n'est plus supporté. Donc, vous devez prendre au-dessus. Alors, là, vous allez d'abord commencer par nous pardonner pour la prononciation. En Angular 12, on va pouvoir utiliser le Nullish Coalescing Operator. En français, et d'après MDN, c'est opérateur de coalescence des nuls. Alors, vous l'avez, je pense, déjà rencontré. C'est le double point d'interrogation. Voilà, toujours des noms fantaisistes pour des opérateurs. Et donc du coup, voilà, le double point d'interrogation qu'on retrouve déjà dans la syntaxe TypeScript tout court. Qu'on pouvait déjà utiliser depuis le bump à partir de TypeScript 3.7. On pouvait déjà l'utiliser dans notre OTS en fait. Et c'était pas accessible encore dans les templates. 3.7 pour surtout marquer les esprits, notamment avec le optional chaining, donc point d'interrogation point, qui permet d'accéder à des propriétés à l'intérieur d'un objet. C'est vrai qu'il a plusieurs noms à chaque fois. On parle aussi de Nullish Safe, enfin Null Safe Operator, le Elvis Operator également. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi le Safe Access Operator, voilà. Je sais pas quoi. Il y a plein de. Ouais. L'idée c'est que vous ne testiez pas si sur l'objet sur lequel vous pointez est nul ou undefined. Voilà, tout simplement. Donc vous accédez directement à la propriété sans qu'il y ait d'erreur en fait, parce que vous accédez à quelque chose qui n'existe pas. Sinon, pour cet opérateur de coalescence des nuls, finalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, ce qu'il va faire, c'est que, grosso modo, il va comparer l'opérande de gauche et il va regarder si c'est undefined ou nul. Bienvenue en JavaScript, undefined, nul, toujours la même blague. Grand débat. Et ensuite, si c'est undefined ou nul, il va retourner l'opérande de droite. Et sinon, il retourne l'opérande de gauche. Et donc, l'intérêt principal de cet opérateur, c'est de s'affranchir des valeurs falsy. Si vous avez déjà utilisé le double pipe pour dire A ou B, le problème avec ça, c'était évidemment toutes les valeurs falsy. Donc, 0, chaîne vide, etc. Ou des fois, en fait, si vous aviez un nombre ou une valeur par défaut, si ce nombre de départ était 0, en fait, il vous affichait la valeur par défaut. Et ce n'était pas forcément un cas souhaité. Et donc, on était obligé de vraiment faire un truc beaucoup plus descriptif. Est-ce que mon nombre, il est nul ou undefined ? Si oui, je mets la valeur par défaut. Sinon, je mets la valeur qui est prévue. J'ai un deuxième cas d'exemple. Ça va être vraiment dans les templates Angular. Souvent, on va essayer de faire des ternaires pour des valeurs par défaut dans les templates. Donc là, je vais essayer de vous donner un exemple comme Denis, le plus clair possible, mais sinon je le mettrai dans les notes de l'émission. Donc, vous ouvrez vos deux accolades pour interpoler quelque chose. Imaginons que vous souhaitez mettre l'URL d'une image. Donc, vous testez si votre URL est nulle et undefined. Vous commencez votre opérateur de ternaire avec le point d'interrogation. Donc, si votre image est définie, on va l'appeler comme ça, vous renvoyez la variable image URL, par exemple. Sinon, vous renvoyez en fait l'URL par défaut. Et là, tout simplement, avec votre opérateur de coalescence des nuls, vous pouvez très bien faire votre URL d'image, point d'interrogation, votre valeur par défaut. Et l'approche, en fait, moi, où je le trouve sympa, parce qu'on peut se dire, ok, c'est encore un opérateur, encore une syntaxe, on a des points d'interrogation, des pipes, des slash, etc. On s'y perd un peu. C'est vrai qu'il y a un exercice d'abord d'apprentissage et juste de se remémorer qu'est-ce que fait l'opérateur. Mais d'un autre côté, en fait, on s'approche plus de la logique qu'on veut avoir. Là où le double pipe, je trouvais qu'il était un peu problématique à cause des valeurs falsy, où du coup là on a vraiment je veux cette valeur et si elle n'existe pas je veux le cas par défaut. En fait pour moi c'est cet opérateur il est uniquement là parce que le double pipe en JavaScript est problématique à cause des falsy. Sinon en fait on utiliserait le double pipe s'il n'y avait pas cette problématique de falsy. On évite de se faire des nœuds au cerveau de savoir si c'est falsy, truthly par rapport à l'opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre cerveau, on est obligé de faire vraiment deux opérations en disant « Ok, je vais utiliser tel opérateur, plus attention, quel est l'état du truc ?» Alors que là, distinctement et de façon très très simple, vous avez votre variable et en gros, vous dites si votre variable n'est pas définie,
vous avez une valeur par défaut à côté. On le comprend, et c'est ça, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en un seul coup d'œil, vous n'avez pas besoin d'interpréter est-ce que c'est du falsy, est-ce que c'est du truthy. Peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord avec ça, mais le double pipe avec une valeur par défaut, c'est un petit peu le détournement de cet opérateur. Parce que finalement, c'est un ou qu'on fait, et avec ce ou-là, on joue avec la valeur truthy, falsy pour savoir si on donne la valeur par défaut. Prochaine feature qui semble intéressante au premier abord et qui est vraiment très intéressante quand on manipule les query lists, c'est le emit distinct change only default value, qui pour moi, je pense, était un défaut de conception de base de la team Angular, qu'ils ont, hop, on va vous patcher ça et en fait, on va vous le mettre par défaut ensuite. Effectivement, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un bug. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en faisant des view children dans votre TypeScript, vous allez pouvoir avoir une référence vers des éléments de votre template, donc ce qu'on appelle les query lists, donc une liste d'éléments qui font référence à ce qu'il y a dans votre template. Et en fait, il y avait un bug, moi ce que j'appellerais plutôt un bug, c'est qu'on pouvait avoir des scénarios d'imbrication avec des conditions, etc., où en fait, en faisant des view children sur vos éléments de template, vous allez avoir une query list avec tous les éléments qui sont dans votre template. Sur cette query list, en fait, vous avez une propriété qui va vous permettre d'observer tous les changements. Et donc, c'est un observable qui renvoie des événements. Et en fait, il arrivait des scénarios où, avec des combinaisons de ngIf et des choses qui s'affichent et qui ne s'affichent plus, on avait une nouvelle notification, donc un nouvel observable qui précisait un changement, sauf que la liste en elle-même n'avait pas changé. C'est-à-dire que c'est un autre endroit dans le template qui a bougé. Ce n'est pas les éléments qu'on était en train d'observer. Par contre, on recevait une nouvelle valeur. Évidemment, on pouvait s'en sortir, nous, avec du RxJS, distinct until change et des choses comme ça. Mais ça rajoutait de la complexité au niveau de notre template et c'était pas forcément clair. Et donc, en Angular 11.2, ils ont rajouté un petit paramètre qui s'appelle emit distinct change only default value, désolé, et qui, du coup, permettait de dire, ok, je veux vraiment que quand ça a réellement changé. Et en fait, ce paramètre-là, il est devenu une option par défaut. Et donc, du coup, si on ne le veut pas, si on veut vraiment toutes les notifications, je ne sais même pas ce qui se passe. En fait, je ne sais même pas si on peut le mettre à false ou quoi. Si, justement, en fait, c'est que là, aujourd'hui, par défaut, il est à true. Et on peut quand même revenir préciser ce paramètre-là dans le query list pour le mettre à false. Mais si jamais vous avez un cas de figure, vous pouvez nous en expliquer, je suis preneur. Parce que pour moi, ça part, comme je l'ai dit en introduction de cette partie-là, ça part d'un bug ou d'un défaut de conception de la part de l'équipe d'Angular et ils se disent « Ah, là, on a vraiment un problème et du coup, on va vous pousser une option puis derrière, on va vous la rendre obligatoire. Enfin, pas obligatoire, mais par défaut en Angular 12, quoi. » Ça fait un peu le même effet, je trouve, que les soucis avec les statiques dans les view child. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Si, oui. Où à chaque fois, ça a été c'est pas une propriété. Ensuite, c'en est une qui est obligatoire. Ensuite, elle est de retour optionnel, où ils ont fait un peu le yo-yo. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément été très bons là-dessus. Et en plus, il y avait plein de choses où, en fait, on se rend compte que on faisait mal les choses aussi. C'est-à-dire que, avec ces notions de statique, on se rend compte que, on a mal respecté le cycle de vie du composant. Et en fait, on va accéder à un enfant avant qu'il soit généré au niveau HTML. En tout cas, pour moi, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur, bien construire les choses et des choses que je faisais avant en ng-on-init, maintenant je les fais beaucoup plus en after-view-init ou after-view-checked pour être sûr que mes éléments enfants ont été générés et là je peux les manipuler de manière de source sûre, quoi. Et passons au dernier point qui n'est pas des moindres, qui est l'Angular DevTools. Alors, je sais que toi, Denis, t'avais déjà utilisé quelque chose de similaire avant, en tout cas, avant de préparer le podcast. On se disait, mais il y a déjà un outil qui existait, qui s'appelait Augury. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors Augury, c'est une extension que moi j'ai utilisé un petit peu, même si dernièrement en fait j'utilise assez peu. C'est une extension qui permet juste sur une application Angular en mode dev, donc pas en mode production, de pouvoir inspecter ce qui se passe dans notre application, qu'est-ce qui est chargé, donc les modules qui sont chargés, même avoir un graphe d'import des modules, avoir aussi les composants, les états des composants et la possibilité de mettre à jour ces états en temps réel sans rebuilder, etc. Aussi la possibilité d'envoyer des outputs, un peu de tooling du coup sur les composants, sur les modules. Donc j'utilisais un peu moins
Et en fait, du coup, là, la core team d'Angular a décidé de donner un futur à Augury. Et ce futur, c'est en fait Angular DevTool. En fait, moi, je vais être encore plus tranché que toi. C'est que Augury, je l'ai testé parce que tu me l'as montré. Et après, je ne l'utilisais absolument plus. Peut-être que, effectivement, à force d'utiliser des applications Angular, tu comprends tous les concepts, tu sais comment ça fonctionne et qu'il y a d'autres moyens peut-être de débugger, de comprendre ton application. Mais il est vrai que moi, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et le fait qu'il repousse un outil, Augury aujourd'hui est passé en obsolète, et même si vous allez sur le repo GitHub d'Augury, vous allez voir qu'il est passé en archivé, parce que tout simplement, en fait, ils ont repris les bases d'Augury pour reconstruire et repenser en fait un nouvel outil qui, du coup, maintenant s'appelle Angular DevTool. Ouais, et puis après, je comprends aussi ta position parce que, voilà, comme je disais, c'est Augury en standalone pour tout un chacun, c'est pas forcément un game changer. C'est un outil qui peut être sympa, qui peut aider peut-être à la phase de compréhension, comment ça s'articule, etc. Et comprendre l'appli chargée, etc. Voir ce qu'il y a dedans, comment on peut interagir. Mais ensuite, les problématiques qu'on va rencontrer et les bugs qu'on va essayer de résoudre, en général, ils ne s'arrêtent pas à juste comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les inputs, les outputs, ça va être plus ailleurs. Mais du coup, ça va être de la logique un peu extérieure. C'est-à-dire que Augury a, je trouve, un niveau pour présenter, introduire un peu le sujet qui est bon, mais c'est pas lui qui va nous aider à résoudre les problématiques en fait qu'on rencontre, je trouve. Ouais, des problèmes d'architecture, des choses comme ça qui vont être vraiment inhérentes à la conception, mais faut voir ça comme un outil qui va nous aider. Alors justement, on va parler d'Angular DevTool. Il reprend des fonctionnalités majeures d'Augury, c'est-à-dire de pouvoir inspecter votre application, quel composant est chargé, quel va être l'état de votre composant, les inputs, les outputs, et vraiment, même si vous avez envie de modifier directement à la main dans l'outil la valeur d'un de vos composants. Voilà, ouais, on reprend tout cet aspect-là en tout cas. Et une des grosses features majeures, et c'est ça qui est poussé par la team, c'est qu'on peut faire du profiling. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de graphes, alors ils appellent ça les flame graph, trigraph et trimap, qui va permettre de savoir quels sont tous les événements qui, en fonction du temps, ont été interprétés, ont été reconnus par tel composant, quel va être le temps de réponse. En fait, tous les outils nécessaires pour vraiment accentuer le côté perf et le côté monitoring de votre application. Sachant que même si on parle de monitoring et tout ça, on ne parle pas de monitoring au sens vraiment ops du terme. C'est-à-dire c'est pas là pour vous aider à monitorer votre production. Par contre, c'est plutôt des outils qui vont vous permettre de voir l'efficacité de certains éléments que vous allez développer et surtout de les débugger, etc. Parce que on va pas se le cacher, les flame graph juste sur Chrome avec une application Angular, en fait, il y a une telle gestion d'événements que c'est difficile à lire. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir que, quand on fait de la gestuelle, un slide gauche ou droite, ça génère énormément d'événements, mais on va être incapable de savoir pourquoi. Et donc là, moi en tout cas, j'ai bon espoir que ces outils dans les DevTools nous aident à définir quel est le problème et comment potentiellement on peut le résoudre. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas que l'événement en tant que tel sur le flame graph, c'est que si vous cliquez sur l'événement, mais vous allez pouvoir identifier quelle est la fonction qui vous intéresse réellement. Et ça, c'est super intéressant pour un outil de monitoring. Et par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, toute cette partie profiling, en fait, elle est dépendante d'une chose qui est toute bête, mais ça s'appelle Ivy. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'extension est disponible qu'à partir d'Angular 9. Alors, ils auraient pu mettre Angular 8 avec Ivy activé, mais ils se sont simplifiés la tâche. Ils ont mis Angular 9 et de toute façon, c'est la LTS. Donc, vous n'avez pas de raison d'avoir une version en dessous. Voilà. Et donc, Denis, tu voulais aussi également nous parler de ce que tu aurais aimé avoir dans cette version d'Angular 12. Alors, ce que j'aurais aimé, je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais ce qu'on aurait pu attendre, en tout cas, de la version Angular 12, on a RxJS 7 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec un excellent travail de Ben Lesh sur l'allègement du bundle, et on gagne, je ne sais plus, entre 40 et 60% du bundle RxJS. En fait, tout a été réécrit. Ah oui, c'est quand même assez violent. La PR, elle était monstrueuse. Du coup, en fait, comme il est sorti un peu en avance, on aurait pu l'attendre. Mais moi, j'ai bon espoir de le retrouver en Angular 13. Ou en tout cas, je l'attends. Et pour moi, ça paraît très anormal, en tout cas, qu'il n'arrive pas.
Pour RxJS7, on n'est pas à l'abri, comme ils l'ont fait déjà sur des versions intermédiaires, donc des versions mineures d'Angular, de proposer en 12.1 ou en 12.2 en fait la mise à jour d'RxJS7. Pourquoi ? Parce que ils auront eu le temps de s'amuser un petit peu avec et de voir que en fait c'est cool ou pas. Voilà. Deuxième chose, je dirais ESLint, parce qu'en fait, on vous a pas trop parlé avant, mais à partir d'Angular 12, quand vous générez un nouveau projet, vous n'avez plus de linter de base. Et ok, il y a pas de souci là-dessus, mais en fait, Angular a aussi poussé un dépôt sur Git qui s'appelle Angular ESLint, qui est là pour gérer toutes les problématiques d'Angular avec ESLint. Et, quitte à avoir fait tout ce travail-là, c'est dommage en fait qu'il soit pas juste mis par défaut. Je ne trouve pas ça très logique. Voilà, ça a été Angular est très cadré en tout cas dans sa forme, et je trouve un peu dommage qu'ils aient pas dit maintenant c'est ESLint, et à la limite vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez, mais par défaut c'est ESLint. C'est bizarre parce que ça ne leur ressemble pas, sachant que par exemple depuis le début TSLint était entre guillemets imposé. Donc, exactement. Ouais. Même autrement, en fait, le linter pour moi c'est un outil qui est puissant, et le fait de ne pas en avoir par défaut, on pourrait presque se dire que c'est un certain laxisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en avoir, quoi. Alors que c'est quand même super important. Voilà. Ultra important. Et en parlant de choses aussi qui ne sont pas plus incluses par défaut, il y a aussi la partie test end-to-end, où là, je trouve que même c'est encore plus laxiste. C'est-à-dire que là, ils n'ont clairement aucun positionnement en fait, sur la partie test end-to-end. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé Protractor, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il n'y a rien d'installé par défaut quand on génère une nouvelle application Angular 12. Mais en fait, il n'y a même pas d'autres solutions proposées. C'est-à-dire qu'on nous présente une liste qui contient le plus connu, Cypress, mais c'est même pas celui qu'on vous recommande. Il y a une liste avec les autres, alors je n'ai pas tous les noms, mais il y a 3-4 candidats qui sont présentés. Et donc du coup, voilà, aucune solution qui est mise en avant en disant... parce que c'est aussi une des choses qu'on aime bien dans Angular, ce sont des partis pris, mais en attendant aussi, on arrive, ça marche, et on a peu de questions à se poser, tout est branché, etc. Et du coup, là, on se retrouve un peu avec le fonctionnement des autres frameworks où on assemble au fur et à mesure avec les éléments. Mais c'est une tendance qui ne me plaît pas forcément parce que c'était un des atouts d'Angular. Et là, du coup, s'il faut se dire, ok, il faut que je choisisse mon linter, il faut que je choisisse ma solution test end-to-end, il faut que je choisisse ma solution test unitaire, il faut que je choisisse ma solution de préprocesseur, etc. Et en fait, on se retrouve en fait avec les mêmes problématiques que les concurrents, et en fait on va avoir aussi les mêmes problèmes en fait qui vont en ressortir. C'est ok, comment on fait fonctionner tout ça, et les bouts de code pas très sexy, on est en train de plugger l'un dans l'autre parce que ça se passe pas bien, quoi. Et on a déjà fini en fait cet épisode sur Angular 12. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon Music ou Amazon Podcast. À chaque fois, on peut le retrouver à 2 endroits différents quand on nous cherche. Donc, bien à vous d'aller nous retrouver là-bas. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, pas mal de liens intéressants dans les notes de l'émission, notamment les exemples qu'on a énoncés tout à l'heure. Vous pourrez les retrouver, ce sera plus simple à lire. Et parce que vous êtes vraiment sympa, on va vous donner le sujet du prochain épisode. Denis, je te laisse introduire le sujet. Le prochain sujet, ça sera un discovery sur la génération statique, et plus précisément la génération statique actuelle. Donc il y aura aussi une comparaison avec ce qui se faisait dans le passé, parce que on voit aujourd'hui que ça revient, mais on verra aussi que ça n'a pas tout à fait la même forme. Exactement. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.